l'instrument de musique est-il un bien culturel? Quelle place occupe-t-il dans la vie du musicien? Comment on garantit le droit à mobilité du musicien avec son instrument, qui est un enjeu en lui-même? Il y a beaucoup de questions à porter au niveau européen sur ce dossier. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Fanny Rerménard. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes luthière installée à Nantes depuis 35 ans. Vous êtes élue à la Chambre régionale des métiers des Pays de la Loire et membre du bureau de la Chambre syndicale de la facture instrumentale, la CSFI. Pendant tout ce temps de la pandémie, ces 2 dernières années, la CSFI a été très motrice dans les combats pour la facture instrumentale. Vous avez fait lancer beaucoup d'appels au gouvernement, aux différents ministères, que ce soit la culture, l'économie, le travail, et vous avez parlé notamment de, je vous cite, un état de catastrophe économique pour notre secteur. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que cet état de catastrophe économique est toujours présent ou est-ce qu'il y a eu des améliorations, des aides qui vous ont permis de tenir et qui vous permettent d'envisager sereinement l'avenir? Oui, la crise a été stupéfiante, comme pour beaucoup de secteurs. Alors effectivement, on était de fait dans un état d'arrêt et effectivement donc dans une incertitude économique forte. Les aides de l'État mises en place ont accompagné toutes nos entreprises et notamment les petites entreprises, ce qui nous a permis de passer le cap en apnée, mais de passer le cap. En revanche, on a des gens, et là c'est pas propre à notre métier, mais à tous les métiers, des gens fatigués, des gens inquiets, des gens très angoissés. Même maintenant où oui, les restrictions sont en train d'être levées les unes après les autres, on est quasiment presque sans restrictions aujourd'hui. En tout cas, c'est le choix du gouvernement jusqu'à la prochaine élection présidentielle, on va dire. Et est-ce que vous sentez que cette déprime demeure ou est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise quand même? Alors, il y a une reprise, mais on n'est pas... On subit très factuellement et très directement le fait que la pratique associative, qu'elle soit dans les harmonies, les fanfares, les orchestres amateurs, mais qu'elle soit dans les écoles de musique associatives qui font tout ce tissu, tout ce réseau, a beaucoup souffert. En fait, quelque part, plus les écoles étaient petites, plus elles ont souffert, ou plus les associations étaient petites. Et pour le coup, ça donne un marché, une activité qui a repris. Plus on est dans les grandes villes, plus on se tourne vers des grands centres, les conservatoires, les orchestres ont repris leur activité, les ensembles qui profitent de l'activité de ces villes-là. Plus on se rapproche d'un tissu non professionnel, amateur, de niche, etc., plus on sent qu'il y a une vraie fragilité et du coup moins de demandes chez nous. Mais tout ça, ça a laissé des traces. Donc on est dans une phase de résilience. Et puis, la situation fait qu'on est de nouveau dans un autre climat anxiogène. Alors, évidemment, la crise en Ukraine n'a pas d'incidence directe sur nos activités. En revanche, on sait que ça a une incidence directe sur l'économie. Donc sur le pouvoir d'achat des gens, sur leur capacité... Sur certains matériaux peut-être? Sur les matériaux, mais tout simplement sur le pouvoir d'achat de nos clients. Le prix de nos pleins de voitures, d'essence, de voitures, nous, on est quand même pas forcément le premier achat auquel on va penser. Donc ça fait un contexte où on a eu une vraie reprise sur le dernier trimestre 2021 et on a un élan qu'on sent un petit peu coupé là et surtout on n'a pas de visibilité du tout. Et vous savez, tout le monde aime bien savoir un peu à quoi ça va ressembler demain. Et là, on n'a pas d'idée du tout. Mais si on traverse une véritable crise économique, comme elle a l'air de pouvoir se dessiner, bien sûr qu'on est très impacté.
J'aimerais maintenant qu'on élargisse un peu le spectre de la France et de la situation en France, bon, qu'on doit retrouver dans d'autres pays du monde, mais qu'on aborde du point de vue français, à un côté plus international. La Chambre syndicale de la facture instrumentale a pour une des grandes missions, ce sont les réglementations, et notamment les réglementations internationales. Et il y en a deux sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'elles ont fait l'objet d'une actualité assez récente. En août 2019, les bois du genre palissandre ont fait l'objet d'une interdiction de circulation dans le monde, puisque c'est une espèce protégée, et donc ils doivent faire une déclaration au CITES alors le CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espaces de faune et flore sauvage, donc pour pouvoir avoir l'autorisation de circuler, mais vous avez obtenu une exemption pour les instruments de musique. Alors, pourquoi était-ce important d'avoir cette exemption-là? Qu'est-ce que cela mettait en jeu? Alors, ce travail sur l'exemption a été une grosse mission qui nous est arrivée. En fait, la décision de la CITES de protéger tous les bois de la famille des palissandres est intervenue en 2017. Et en 2017, ils ont tellement bien voulu protéger cette espèce que, au vu de la similarité d'un genre à l'autre de ces 312 espèces de palissandres qui existent, ils ont décidé de classer tout le genre et de classer absolument tout, donc de l'arbre brut jusqu'au produit fini. La facture instrumentale est un petit consommateur de palissandre, mais en touchant cette espèce-là, ils sont arrivés à toucher l'espèce qui nous concernait tous. C'était très fédérateur, parce qu'on peut en trouver dans les pianos, d'une façon un peu marginale, mais quelquefois dans les harpes, bien sûr dans les guitares, dans les instruments à vent, puisque ce bois noir dont on fabrique les clarinettes et le bois n'est pas un ébène, mais un palissandre. Nous, les violons un petit peu plus à la marge, dans les chevilles et les cordiers. On était tous concernés par les percussions, bien sûr, avec les marimbas. On était tous concernés. Et pour le coup, cette réglementation imposait que pour chaque passage de frontière, il fallait un permis. Or, les instruments de musique sont des instruments extrêmement nomades. C'est-à-dire que chaque passage de frontière égale un permis, hein. C'est pas je fais une tournée. Alors, les musiciens, ils ont un certificat des instruments de musique qui permettait de demander un permis pour 3 ans, mais là, il faut choisir si c'est avec l'orchestre, c'est un permis global ou individuel. C'était un peu compliqué, c'était juste un millefeuille administratif. Un millefeuille administratif, c'était et pour nous en France où on a des fabricants qui exportent des instruments à vent, beaucoup, très concernés, directement concernés, c'était quand même tellement compliqué que c'était mettre leur activité en péril à cause des surcoûts, du temps à passer. C'était vraiment une mise en danger directe. Ce qui nous a beaucoup motivés pour aller discuter. Et donc, au bout de 3 ans, donc en août 2019, on a obtenu que finalement soit adoptée cette révision de ce texte qui a dit que tout restait protégé, parce que nous, on souhaite que tout soit protégé. Bien sûr. On veut bien sûr qu'il y ait encore des palissandres demain. Mais en revanche, l'instrument de musique fini, ainsi que ses parties, ses accessoires, était exempté de permis. Parce que on a bien évalué que, au vu de notre faible consommation, si en plus on consommait du bois légalement importé, après l'instrument il pouvait se balader, on n'avait pas à charger administrativement ni nous-mêmes ni les services, les malheureux services d'État qui n'avaient absolument pas le temps de s'occuper de tous ces permis. Tout d'un coup, il y a eu une demande de permis qui a été bondie en France de plus de 70% à cause des instruments de musique. Et on a du coup parlé d'une voix, et ça nous a permis d'arriver à obtenir que dans le vocabulaire de la CITES, qui est cette convention de Washington, soit intégrée une définition des instruments de musique. Maintenant, la CITES sait ce que c'est qu'un instrument de musique. Il était temps. Et autre combat que vous avez mené récemment, en janvier dernier, l'Union européenne a décidé de durcir sa réglementation du commerce de l'ivoire au sein de son marché, donc dans le marché intérieur. Il interdit en fait toutes les formes de commerce d'ivoire, exemption de nouveau les instruments de musique. Alors, il existe une inquiétude sur une formulation, parce que pour faire partie d'une exemption, il faut que les instruments de musique comprenant de l'ivoire aient été récemment utilisés par l'artiste-interprète. Récemment utilisés par l'artiste-interprète. Donc récemment et artiste-interprète pose pour vous un problème. Pourtant,
quand on entend cette formulation, on se dit, bah oui, c'est très bien, ils veulent faire sortir les instruments à type ornementaux. Alors, en quoi est-ce une victoire d'avoir pu exempter ces instruments de musique? Et pourquoi cette crainte qui a fait réagir tout le milieu sur cette question de récemment utilisé par l'artiste-interprète? Peut-être redire en préambule, c'est sans doute important, c'est que nous ne militons absolument pas pour avoir le droit d'utiliser de l'ivoire pour fabriquer actuellement des instruments, mais quand on parle de ces demandes d'exemption, très vite, on a acté du fait que nous ne construirons plus d'instruments utilisant de l'ivoire, même si c'est très peu. En revanche, nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment fait-on avec les instruments qui existent. On parle vraiment bien de ça. C'est important de le dire. En fait, dans la réglementation, on parle de l'ivoire d'avant 1975. Voilà. Parce qu'à partir de 75, l'ivoire commence à être véritablement protégé. Donc ça, c'est un premier point. D'avoir obtenu que ce texte dise que les instruments de musique n'étant pas source de trafic illégal, de braconnage, sont donc tout à fait. C'est pour ça qu'on propose une exemption pour eux. C'est une grande victoire parce que les dossiers ivoires. Voilà, évidemment, le sort des éléphants, notamment en Afrique, c'est une espèce en grand danger. C'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement vaste. C'est aussi un sujet très émotionnel, qui est un sujet très emblématique pour beaucoup de causes environnementales et à juste titre. Il y a un espèce de symbole d'essayer de sauvegarder ces éléphants. Et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'engagements qui sont un peu plus loin que le raisonnable. Voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Et donc, obtenir que, à force de discussion, on puisse faire entendre que nos archets qui sont été fabriqués depuis, notamment le début 19e, sur lequel il y a moins d'1 gramme d'ivoire sur la plaque de tête, on n'avait pas besoin Moins d'1 gramme. Moins d'1 gramme. Voilà. C'est pour bien prendre conscience de ce que ça veut dire. Voilà. On n'avait pas besoin d'en abandonner ni le commerce, ni l'usage, etc. Quand c'était une bonne idée et que nos orgues, nos pianos déjà existants, il fallait trouver une solution pour ne pas dire on arrête tout. C'était voilà. Ça c'est un sujet qui nous semble important parce que cette histoire de utiliser récemment, pourquoi nous, alors particulièrement nous, les professionnels d'instruments de musique, ça nous fait réagir? Parce que ça veut dire qu'on ne conçoit la vie de l'instrument de musique, ou que l'instrument n'est qu'instrument de musique, que quand il est dans les mains du musicien. Or, les instruments qu'on fabrique sont extrêmement durables. Et l'instrument de musique, c'est un cycle de vie. Le cycle de vie, il y a la personne qui le fabrique, il y a le musicien qui va l'acquérir, il va en jouer, il va le faire entretenir, l'instrument va être oublié, le musicien va arriver à la fin de sa vie, l'instrument va arriver peut-être chez un professionnel d'instruments de musique, peut-être dans un grenier, il va ressortir, il est toujours instrument de musique. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut y avoir des pianos exceptionnels qui sont restés, qui sont transmis de génération en génération, mais il n'y a pas la fibre forcément d'un artiste-interprète au sein de la famille qui en jouerait, et celui-là, selon la définition, sortirait. Absolument. Alors même que c'est une pièce d'exception qui pourrait être classée. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les instruments qui sont en possession des professionnels d'instruments de musique. Un luthier, alors les violons n'ont normalement pas d'ivoire dessus, mais des archets. Les luthiers ont des archets chez eux. Évidemment, nous avons du stock d'instruments anciens, puisque notre métier, c'est non seulement de fabriquer des instruments récents, mais aussi de veiller sur tout ce patrimoine qui existe et qui sert encore aux musiciens. Et ces instruments et ces archets ont des valeurs. Et nous en interdire le commerce pose quand même des vraies questions, et d'autant plus que c'était pas l'intention du texte. Nous avons demandé, en collaboration avec Film et Pearl d'ailleurs, d'avoir des explications, des modes d'emploi. Comment fait-on pour déterminer cet usage récent? Qu'est-ce que cet usage récent? C'est 6 mois, 3 mois, 5 ans, 50 ans? C'est quoi récent? Et à ce jour, nous n'avons pas de réponse. En fait, le travail de la direction de l'environnement de l'Union européenne, c'était de mettre en place, ils ont travaillé très dur pendant 4 ans sur cette réglementation, elle est mise en place. Maintenant, c'est l'objet de chaque pays de mettre en application ce règlement qui s'impose depuis le 19 janvier. On sent pas... Ils se sont réunis, on leur avait demandé, de poser une série de questions. Ils nous ont dit que c'était un sujet
compliqué et qu'il fallait qu'ils y réfléchissent. Donc ils sont en réflexion actuellement, là, voilà. Alors on se parle. Alors, en ce moment, la CITES est réunie à Lyon pour le comité permanent. Je pense qu'ils pensent à plein d'autres choses. Je pense qu'une de nos grandes difficultés, ça va être de ramener l'attention sur ce sujet, parce que nous, pour en eux, attendant, c'est juste un petit à côté, alors que pour vous, c'est central. C'est central parce que on est dans l'illégalité là depuis le 19 janvier. 90% des musiciens et des luthiers ne sont pas dans les clous parce qu'on ne sait pas quoi faire. J'aimerais aborder une dernière question. Un dernier point, c'est la création toute récente de l'EMIA. En gros, il s'agit d'une alliance européenne de l'industrie des instruments de musique qui comprend donc des organisations professionnelles de France, d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne. Des organisations internationales, il en existe déjà. Qu'est-ce que apporte cette nouvelle organisation? Ou pourquoi avez-vous senti le besoin au niveau européen de vous fédérer à 4 organisations? Il était temps, il était vraiment important. C'est-à-dire que ça nous a donné le lieu d'une vraie prise de conscience qu'il fallait qu'on soit entendu à Bruxelles et qu'on se donne les moyens d'être entendu à Bruxelles. C'est pas simple, c'est possible, mais il faut être au bon endroit, au bon moment et savoir comment procéder. Et faire corps pour être le plus... Voilà, et avoir une représentation, professionnaliser notre représentation. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup d'âme et de sincérité, mais les sujets s'empilent les uns les autres, parce qu'il y a les réglementations sur les produits chimiques, la transition écologique va bientôt, avec les histoires de tri, de recyclage, on va bientôt être impacté pour ça. Mais encore au-delà de ça, c'est qu'on voit bien que tout le microcosme musique, tout cet écosystème musical dont nous sommes partie prenante, a toute une dimension européenne. Un exemple, un dossier de fond qui nous préoccupe et qu'on souhaiterait porter au niveau de l'Union européenne parce que c'est là que ça se pose, faire reconnaître les instruments de musique comme biens culturels. Il se trouve qu'il y a un classement des produits, des biens qui existent, qui sert à des normes statistiques, etc. Et au niveau européen, l'instrument de musique n'est pas inclus dans les biens culturels. Ça nous pose quelques questions. On pense qu'il y a un vrai sujet. Même le Stradivarius? Non, oui, ce ne sont pas des biens culturels, ce sont des biens de consommation. D'accord. Et donc, pour nous, il y a un vrai sujet. Et le sujet peut aussi trouver une application concrète, qui est que on aurait besoin que la TVA soit à taux réduit sur les instruments de musique. Comme pour une œuvre d'art. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit... je sais qu'on sait que les disques ont le même choix, et nous, on pense qu'on serait plus efficace à porter ce dossier en faisant une demande de TVA à taux réduit. Alors peut-être pas le plus réduit, peut-être juste 10%, peut-être le taux intermédiaire, mais... Parce qu'aujourd'hui, c'est à 20. Pour tous les biens culturels qu'on ait, par exemple. Voilà un dossier. Alors, on peut le mener chacun dans notre coin, nous, les instruments de musique, les disques de l'autre côté. À mon avis, on sera plus efficace à mener les deux en même temps. Voilà typiquement le genre de dossier qu'on peut porter au niveau européen ensemble, avec, et peut-être c'est une belle cause, je vous parle de la TVA, ça c'est la réalisation concrète sur le terrain, mais se réunir tous ensemble pour réfléchir à, oui, pour l'instrument de musique, est-il un bien culturel? Quelle place occupe-t-il dans la vie du musicien? Comment on garantit le droit à mobilité du musicien avec son instrument, qui est un enjeu en lui-même? Il y a beaucoup de questions à porter au niveau européen sur ce dossier. Merci beaucoup. Pour finir, je vous avais proposé de nous livrer une œuvre récente que vous avez vue, entendue, lue, que vous souhaiteriez partager, une sorte de coup de cœur que vous aimeriez partager à nos téléspectateurs. Oui, alors je vous ai proposé La Passion selon sa marque de Michael Levinas. Alors c'est une œuvre, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est pas un concert auquel j'ai assisté puisque c'était donné en février dernier, donc en période où on n'avait pas le droit d'aller à les salles de spectacle. Donc j'ai vu en streaming qui était donné à la Philharmonie de Paris. Et pourquoi j'ai voulu évoquer ça? Parce que quand j'ai découvert
Cette pièce, moi j'ai un grand attachement aux passions de Bach. C'est notamment la Passion sur Saint-Jean, qui est une œuvre qui m'accompagne beaucoup dans les moments difficiles. On a tous besoin de choses. Je trouve que la passion, c'est l'affirmation que on est tous chacun individuellement confrontés à l'angoisse, à la souffrance, à la détresse. C'est que c'est quelque chose d'universel. Et quand on s'appelle Jean-Sébastien Bach, on en fait une musique formidablement universelle, réconfortante, accompagnante. Et cette œuvre que je découvrais en l'écoutant, sans m'être renseignée avant pour savoir ce que j'allais écouter, m'a totalement apaisée et réconfortée. Je l'ai écoutée en 2 soirs, et les 2 soirs, je fais m'endormir, et j'ai dormi d'un sommeil du juste, et c'était tellement fort. Je me suis dit, ben voilà, c'est une passion. Michael Lévinas a écrit une passion. C'est clair. C'est cette œuvre fait. C'est une œuvre musicale, une belle œuvre musicale, mais qui a une dimension qui dépasse juste quelques notes de musique mises ensemble par des merveilleux musiciens. Vous en parlez très bien. Merci Fanny Reyr-Ménard d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir, merci beaucoup de l'invitation.